Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Nous sommes le 26 février 2026, il est exactement 10h54. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet hyper intéressant, non seulement parce que ça parle d'espace, on va s'intéresser à ces incroyables objets, si on peut les considérer ainsi, alors que en réalité, scientifiquement, c'est pas tout à fait des objets, mais en tout cas, ces incroyables entités qu'on appelle des trous noirs. Non seulement on va revenir un petit peu sur ce que c'est, mais en plus, ce qui est diablement intéressant, c'est qu'on va revenir sur un paradoxe qui serait a priori résolu ou qui a été résolu récemment, un paradoxe qui concerne des trous noirs à la fois très anciens d'une part, mais aussi très massif d'autre part, et c'est ce deuxième aspect qui est problématique, c'est pourquoi ces trous noirs sont si massifs alors qu'on ne s'attend pas à avoir autant de masse. Bref, ça s'appelle littéralement le paradoxe des Little Red Dots. On va bien sûr prendre le temps d'expliciter par la suite, donc ne vous inquiétez pas. YouTube et même, ne vous inquiétez pas, les gens, le peuple de Twitch, comme le dit notre très cher Viktorovich, ne vous inquiétez pas, quel que soit le peuple auquel vous appartenez, je vais prendre le temps, bien sûr, d'expliquer le mieux que je puisse, eh bien, cette histoire de paradoxe. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il va y avoir un ou deux petits éléments un peu techniques, mais globalement, ce qui est super intéressant avec cette nouvelle, c'est que pour moi, c'est un cas d'école de discussion, de débat qu'il y a régulièrement au sein de la communauté scientifique et qui permet de montrer comment la science aussi se fait à partir d'interprétations, à partir d'hypothèses qui sont faites sur la nature des objets qu'on est en train d'observer, des hypothèses qui finalement, à force d'étudier les différents objets, finissent par être élaguées pour en retenir a priori qu'une seule qui nous paraît être la plus juste, la plus rigoureuse au regard de ce qu'on sait du monde qui nous entoure, bien sûr, de l'univers dans son entièreté. Voilà, donc de quoi il s'agit exactement? Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Eh bien, il s'agit de trous noirs, d'accord, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont des trous noirs qui ont été observés dans le cadre de la mission spatiale James Webb, et plus précisément le fameux télescope du même nom, le télescope spatial James Webb, qui existe maintenant depuis quelques années dans l'espace et qui est là pour observer tout un tas d'objets, non pas seulement les objets de notre propre système solaire, mais aussi et surtout des objets extrêmement lointains. Donc c'est ça aussi ce pourquoi le James Webb a été designé à la base, c'est pour aussi observer des objets très lointains. Et petite parenthèse là-dessus, pour ceux qui l'auraient oublié, mais quand on observe des objets astronomiques, eh bien plus on observe des objets éloignés, plus en fait ces objets sont anciens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les objets qu'on observe émettent en général de la lumière, et cette lumière met un certain temps à nous parcourir. Comme la lumière a une vitesse finie et qu'elle va mettre un certain temps à nous parvenir, eh bien l'objet qu'on observe dans l'espace est en fait une représentation de l'objet tel qu'il était il y a un certain temps. D'accord? Donc ça, voilà, je réintroduis cette notion-là qui est quand même assez importante pour comprendre, même si en réalité, même si vous ne la comprenez pas, le reste de l'article va être quand même compréhensible et ne se base pas là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça permet d'appréhender pourquoi on arrive quelque part à remonter le temps grâce à l'astronomie. L'astronomie nous permet d'observer des objets qui sont parfois très lointains, et plus c'est lointain, plus finalement ces objets sont aussi anciens, du moins on a une image d'eux qui est une image extrêmement ancienne, et grâce à un télescope comme celui du James Webb, on peut comme ça revenir à des périodes extrêmement anciennes qui datent littéralement du début de l'univers. Et quand je dis le début de l'univers, je rappelle tout de même que l'univers a, pour le moment en tout cas, 13,7 milliards d'années, ok. Et James Webb a été capable de mettre en évidence la présence d'objets qui dataient de seulement 600 millions à 1,2 milliard après le début de l'univers. Donc c'est vous dire, c'est des objets extrêmement anciens qui sont datés du coup d'autour de 13 milliards ou un peu moins d'années. Donc là, on va parler d'objets qui sont extrêmement anciens. D'accord? C'est vraiment pas... Faut imaginer que ces objets, a priori, je pense,
n'existe plus aujourd'hui, sauf si le trou noir en question a pas fini de s'évaporer, je ne sais pas en réalité. Mais en tout cas, l'image, les informations qu'on a de ces objets, ce sont les objets tels qu'ils existaient il y a environ 13 milliards d'années, voire même un peu plus jeune. Et salut Elias, comment tu vas ? Est-ce qu'on va parler de Michel Drucker ? On pourrait en parler puisqu'il fait aussi partie des objets les plus anciens de l'univers. Michel Drucker, qui, on le rappelle, est une relique extrêmement précieuse dont se servent à la fois les historiens et les paléontologues pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre. On rappelle que lors de la disparition de Michel Drucker, on aura de gros problèmes pour essayer de reconstituer l'histoire de notre planète et l'histoire même de l'univers. Donc on espère de tout cœur qu'il restera avec nous encore longtemps pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, big up bien sûr à Michel, si tu nous écoutes, on est de tout cœur avec toi, gros soutien. On espère que tu seras avec nous pendant, je l'espère, des décennies, voire des millénaires, ce serait vraiment le must, le must. Et bien ouais, ça va Elias, je suis très content de t'avoir, ça fait plaisir de devoir passer pour une fois. C'est vrai que tu peux passer quand tu ne streams pas. Elias, n'hésitez pas les amis à aller voir sa chaîne, un super streamer d'actualité politique qui est en pleine ascension pour le trône du meilleur streamer all time d'actualité. Je dis ça, j'adore parce que ça le gêne trop. je suis vraiment le pire des potes. Bref, allez follow la chaîne de Elias, comme ça, il sera encore plus au top of the world, comme on dit. Bref, revenons sur nos histoires de trous noirs. Alors il y a Tiki qui nous parle d'un décalage vers le rouge. Ah oui, non mais c'était en politique. On va parler de décalage, c'est pour ça. On va parler de raies, on va parler de l'élargissement des raies. Titre. C'est un article qui, si vous le lisez avec un œil un peu naïf, vous pouvez penser qu'on est en train juste de raconter une histoire de cul, mais en réalité, non, c'est bien de l'astronomie dont on parle. Parce que ça parle de trous noirs, ça va parler d'élargissement de raies, vous allez voir. Voilà, la blague est consommée. Vous faites ce que vous voulez avec, je ne la referai plus. Vous pourrez la refaire dans le chat si vous êtes des incroyables rigolos, mais voilà, c'est fait. En tout cas, revenons sur ces histoires de trous noirs. Pourquoi ? Donc c'est des objets, comme je le disais, qui ont été observés par le James Webb et qui datent d'environ 13 milliards d'années, plus ou moins quelques centaines de millions d'années. Et ce sont des objets très particuliers. En réalité, c'est ce qu'on appelle des LRD. LRD, c'est un acronyme qui dit tout bêtement en anglais Little Red Dots. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la langue de Shakespeare, c'est tout simplement des petits points rouges. Voilà. Alors, je sais bien que certains dans le chat ont tendance à dire « Oui, Robin, tu sais, la science, c'est compliqué. Franchement, il y a des termes, le jargon, et c'est difficile. Mais là, vous avez zéro excuse. Il y a littéralement la communauté scientifique qui a vu des points rouges. Ils ont dit « Vous savez comment on va les appeler ?» Alors, attendez, brainstorming de fou. Alors, ils ont l'air d'être petits. Ça a l'air d'être rouge parce que c'est dans les infrarouges. Bon, bah on va appeler ça les petits points rouges. Vous avez vu, franchement, est-ce que c'est dur la science ? Voilà, des fois j'ai envie de vous dire, les amis, je peux comprendre que la science ça soit dur, mais franchement, des fois les scientifiques ils font des efforts aussi. Ils savent faire des efforts quand ils savent pas ce qu'ils sont en train d'observer. Bref. Little Red Dot, donc LRD, je vais dire pour la suite LRD, je pense, ou petit point rouge. En fait, ce sont le nom qu'on a donné à des objets qu'on n'a pas trop réussi à comprendre ce que c'est. Même si vous allez le voir avec cet article, on en sait plus maintenant aujourd'hui. Et on le met en acronyme pour faire plus sérieux. Tout à fait. Dès que vous mettez un acronyme, ça a l'air d'être super intelligent, alors qu'en fait, non, ça veut juste dire petit point rouge, quoi. On en est là, quoi. Ça, c'est le niveau de la science d'aujourd'hui, quoi. Rien à voir avec le groupe Red Hot, non. Ça aurait pu être le groupe Nemesis des Red Hot, mais a priori, non. Après, on ne sait pas, on n'a pas réussi à capter la musique qui parvenait de ces objets-là, puisque je rappelle que le son ne se propage pas dans l'espace, malheureusement. Donc, alors, peut-être qu'il y a des énormes bangers actuellement diffusés au niveau des LRD, mais aucune chance d'y avoir accès, malheureusement. Bon bref, cette rediff va être vraiment trop longue, hein. Les gens vont se dire mais putain la science ça avance ou quoi là. Bref, les LRD,
il y en a un peu plus d'une dizaine qui ont été détectés par le James Webb. Alors ces détections, en fait, elles datent de 2025 déjà. Mais là, récemment, il y a un papier qui est sorti qui a réussi, a priori, à mieux interpréter leur nature. Alors qu'est-ce que c'est que les LRD à la base? Déjà en 2025, on a pensé, on a compris en tout cas que c'était relativement simple comme structure. Ça va être un trou noir, certes, mais un trou noir autour duquel vous avez de la masse, on pourrait appeler de la masse galactique. En fait, c'est comme si vous aviez des galaxies. Simplement considérer que les LRD sont des galaxies qui sont autour d'un trou noir. Enfin, c'est en gros des étoiles qui sont autour d'un trou noir et le tout forme, si vous voulez, comme une galaxie. C'est comme si au total, c'était une galaxie avec au centre un trou noir et autour des étoiles qui tournent autour. Donc un trou noir qui est même qualifié de supermassif. Donc au départ, on se dit, bon bah ok, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces LRD? C'est juste des galaxies standards avec juste un trou noir au centre et des étoiles autour. Qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a rien d'anormal jusque-là, parce qu'on pourrait se dire, bah nous c'est pareil, notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, c'est le même modèle. C'est un trou noir qui est au centre et des étoiles qui sont autour. Donc a priori rien de choquant. Sauf que, et c'est là où c'est problématique, a priori, la masse de ces trous noirs serait excessivement élevée. Donc c'est là où il y a un souci, c'est que dans ces LRD, donc c'est a priori dans ces galaxies, on se retrouve avec un trou noir central qui est vraiment extrêmement massif et bien trop massif par rapport au modèle qu'on a habituellement des galaxies. Pourquoi? Parce que d'habitude, pour vous la faire simple, d'habitude il y a une corrélation, il y a un lien entre le trou noir, la masse du trou noir et la masse des étoiles qu'il y a autour. Autrement dit, plus votre galaxie elle est costaud, plus vous avez beaucoup d'étoiles, plus la masse du trou noir aussi central elle est élevée en général. Il y a une corrélation directe entre la masse du trou noir et la masse des astres qu'il y a autour du trou noir. Et là, on a l'air d'avoir un objet qui défie cette loi. Le LRD est un objet un peu exotique parce que ça défie cette corrélation. On a un trou noir qui est ultra massif alors que la matière autour est pas aussi massive, quoi. Enfin, ne suit pas la même règle, quoi. Et donc ça, les astronomes, ça les fait chier, quoi, parce qu'ils sont en mode purée. On avait des super bons modèles de galaxies qui allaient bien. On avait un modèle de galaxie où il y avait un lien entre masse du trou noir et masse des objets autour. Et ce lien ne fonctionne plus pour ces LRD. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il y a un problème, quoi. Il y a un problème il y a une couille dans le potage, quoi. Ok, donc c'est ça ce qui a trigger la communauté scientifique, c'est de se rendre compte que on a littéralement un souci de modélisation. Enfin, ces trous noirs, enfin ces galaxies, pardon, ont l'air finalement de casser la tendance qu'on connaissait si bien chez les galaxies qu'on a beaucoup étudiées jusqu'à maintenant. Donc pour essayer d'expliquer cette différence, il y a eu plusieurs hypothèses depuis aujourd'hui. Alors je vais parler très rapidement des hypothèses qui ont été avancées jusqu'au nouveau papier qui nous attend. Parmi les hypothèses pour expliquer cette différence, il y avait l'idée que en fait les trous noirs supermassifs, ils étaient piégés au sein d'une épaisse enveloppe d'hydrogène. Donc en gros, imaginez que il y a le trou noir et autour du trou noir en fait il y a de l'hydrogène et c'est pour cette raison-là peut-être qu'on voit pas l'hydrogène en question, mais le trou noir est bien supermassif et en fait il y a une partie de la masse qu'on voit pas forcément et qui serait celle de cet hydrogène. Bon. Ça c'est une des hypothèses. Une autre hypothèse c'est de dire que en fait peut-être qu'il y aurait de la matière noire. Donc ça c'est pareil, je vais pas m'étendre sur le concept de matière noire, mais pareil, ça serait une forme de matière qu'on aurait du mal à observer et qui justifierait pourquoi on a de la masse manquante au niveau de la galaxie. En fait c'est pas de la masse manquante, c'est qu'il y a peut-être de la matière noire qui existe et qui pourrait expliquer justement la différence.
Donc ça parle de halo de matière noire en rotation lente autour du trou noir qui existerait et qui serait de la masse, ce serait la fameuse masse manquante qui pourrait expliquer pourquoi il y a cette différence encore une fois entre le trou noir central et le reste de la matière autour. Donc ça c'est une autre hypothèse. Soit vous avez l'hypothèse d'une enveloppe d'hydrogène qu'on aurait du mal à observer, qui serait présente et qui justifierait pourquoi le trou noir serait aussi massif, soit vous avez des halos de matière noire. Bon, dans les deux cas, ces hypothèses, elles sont pas du tout consensuelles, et en réalité, la communauté scientifique ne se satisfait pas du tout de ce genre d'informations, parce qu'il faudrait encore une fois montrer d'une manière ou d'une autre que la matière noire est bien présente, ou que, encore une fois, ce nuage d'hydrogène aussi existe, alors qu'on ne le voit pas de manière évidente. Et en fait, il y en a d'autres qui se sont posé la question, et c'est justement l'objet de la publication récente. Il y en a d'autres qui se sont dit, et si le problème, c'était pas un problème de masse manquante au niveau de la galaxie, et si le problème, c'était pas le fait qu'on ne voit pas de la masse, de la matière qui serait manquante autour du trou noir, mais plutôt qu'on a mal évalué à la base la masse du trou noir. Parce que voilà, on est face, encore une fois, je le rappelle, à une sorte... on est face, pardon, oui, voilà, à un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que vous avez deux propositions qui se contredisent. La première proposition, c'est de dire que normalement, il y a une corrélation entre la masse du trou noir et la masse des objets qu'il y a autour du trou noir. Donc plus le trou noir est grand, je rappelle, plus le trou noir est massif, plus la masse des objets qu'il y a autour du trou noir devrait être massive aussi. Donc ça, c'est première proposition. Deuxième proposition, c'est de dire que là, nous, on observe un trou noir qui est anormalement, qui est très massif par rapport à ce qu'il est autour. Donc ces deux propositions se contredisent, donc il y a un paradoxe. Okay, le paradoxe, il vient de là, il vient de la contradiction apparente qui existe entre deux propositions. Normalement, une loi qui montre une proportionnalité entre le trou noir et la masse galactique autour. Et la deuxième proposition qui est de dire que bah là, chez ces objets-là, on a un trou noir qui est disproportionnellement massif. Et donc pour résoudre ce paradoxe, encore une fois, soit on considère qu'il y a de la masse manquante au trou noir qu'on ne voit pas, donc soit ça peut être le nuage d'hydrogène qu'on a vu, soit la matière noire, ou soit, pour résoudre le paradoxe, c'est de dire mais en fait on s'est peut-être gouré dans l'évaluation de la masse du trou noir. Et donc ça, c'est l'objet de la publication récente, c'est de mettre en évidence le fait que peut-être les trous noirs ne sont pas aussi massifs qu'on le pense. Les scientos nuls qui se gourrent, tout à fait. Et donc c'est le travail de Vadim Rouzakov et son équipe à l'université de Manchester, en Angleterre bien sûr. Ils ont repris les données qui concernaient justement ces fameux LRD. Ils ont repris les données des LRD et ils ont changé la manière dont interpréter les données. Alors, c'est là où ça va devenir un peu technique. Il faudra vous concentrer une poignée de minutes. Après, vous pourrez lâcher le cerveau. Mais s'il y a un moment où il faut se concentrer, c'est un peu maintenant. Ok ? Parce que ça va parler de comment on mesure la masse d'un trou noir. Alors, il y a probablement différentes manières, mais là, on va juste parler d'une seule et unique manière, qui est celle présentée par l'article, d'accord ? L'article de Pour la Science, qui est, je le rappelle, une source secondaire de l'article primaire. Donc, concentrez-vous une poignée d'instants, c'est là où ça va devenir un peu technique. On va parler de comment on fait pour évaluer la masse d'un trou noir. Alors, il faut savoir qu'en fait, la masse d'un trou noir, là, dans cet article-là, elle va être traditionnellement avec le James Webb, c'est évalué en regardant la vitesse à laquelle la vitesse à laquelle se déplace la matière autour du trou noir. Alors, je vais faire quelques pas en arrière pour dire quelques informations et vous allez comprendre où je vais en venir. Il faut comprendre qu'autour du trou noir, vous avez de la matière en rotation. De la même manière que nous, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Jusque-là, ça va. Bon, bah, un trou noir, c'est un centre de masse autour duquel aussi tourne tout un tas d'objets. Ici, ça peut être des étoiles, typiquement.
Ça peut être, on va dire, de la matière au sens général. Je ne vais pas préciser le type de matière, pas pour le moment en tout cas. Mais voilà, imaginez qu'un trou noir, c'est un centre de masse autour duquel tournent des objets de la même manière que la Terre est le Soleil pardon, est un centre de masse autour duquel tournent des planètes. Bon. Et en fait, autour du trou noir, vous avez donc de la matière qui tourne et vous avez en particulier de l'hydrogène. D'accord ? Vous avez de la matière, vous avez de l'hydrogène sous forme de gaz qui existe. Et c'est autour des trous noirs, en particulier lorsqu'ils sont massifs, la matière autour du trou noir peut rentrer en interaction, peut, on va dire, se frotter les unes aux autres. En particulier, les atomes d'hydrogène peuvent rentrer en collision. Et cette collision, ces collisions qu'on a autour des trous noirs va échauffer la matière, va tellement échauffer la matière que la matière va se ioniser. Terme un peu technique, mais bon, c'est pas très grave si vous voyez pas de quoi je veux parler. Mais bref, la matière en tout cas va accumuler beaucoup d'énergie, va se chauffer et va être tellement chaude qu'elle va pouvoir passer dans un état d'énergie supérieur, si vous voulez. Et en étant dans cet état d'énergie supérieur, la matière va pouvoir émettre de la lumière. Je le fais de manière très rapide pour pas trop m'étendre pendant 1000 ans sur plein de concepts. Mais imaginez simplement qu'autour du trou noir, vous avez tellement de friction, vous avez tellement d'hydrogène qui se rentre dedans, des frictions entre des atomes d'hydrogène qui se rentrent dedans, que toutes ces frictions, ça va contribuer à augmenter la température. Cette augmentation de la température, ça va être de l'énergie, si vous voulez, l'énergie que va gagner la matière. Et la matière va se débarrasser de cette énergie en partie en émettant de la lumière. Pour la faire encore plus rapide, c'est vous avez de la matière qui tourne autour du trou noir. Cette matière s'échauffe à cause des frictions. En s'échauffant, c'est de l'énergie. Une manière pour la matière de libérer cette énergie, c'est de la rayonner. Donc d'envoyer du rayonnement, d'envoyer de la lumière. D'accord ? Et nous, les astronomes, enfin c'est plutôt le James Webb Space Telescope, lui, il va pouvoir regarder comme ça. Il va regarder la lumière qui est émise par justement cette matière en friction. Vous avez de la matière en friction qui émet de la lumière et ce télescope, il va regarder cette lumière qui est émise par la matière en friction. Ok ? Et il va pas regarder n'importe quelle lumière, il va précisément regarder la lumière émise par l'hydrogène. Okay, l'hydrogène, c'est un des constituants principaux de ce qu'il y a autour du trou noir, de la matière autour du trou noir. Et donc, en fait, on va regarder en priorité l'hydrogène, la lumière que l'hydrogène émet. Et alors, il y a un truc un peu particulier, c'est que la signature de l'hydrogène, alors je parle de signature parce qu'en fait, quand on observe la lumière de l'hydrogène, ça fait une sorte de pic, si vous voulez. Ça fait une signature, on dit une signature spectrale. D'accord ? Ça fait une sorte de pic. Et en fait, c'est ce pic d'hydrogène, c'est là où il faut se concentrer un peu. Ce pic d'hydrogène, il peut être plus ou moins large, d'accord ? Il peut être plus ou moins large en fonction de la vitesse à laquelle tourne l'hydrogène autour du trou noir. Donc en gros, vous avez, je rappelle, de la matière qui tourne autour du trou noir, vous avez de l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, et en fait, plus l'hydrogène tourne rapidement autour du trou noir, plus la signature, le pic que vous êtes censé observer avec le James Webb, plus ce pic il va être méga large. Il y a une corrélation, il y a une proportionnalité, je veux dire juste une corrélation entre l'épaisseur du signal. Vous avez un signal que vous observez, le signal il est de plus en plus épais si la vitesse de l'hydrogène qui tourne autour du trou noir est élevée. Or, concentrez-vous, or, si ça tourne rapidement, ça veut dire que le trou noir est d'autant plus massif. Or, donc vous avez compris le lien causal, je refais l'histoire. Il faut que vous compreniez le lien causal pour comprendre la méthode. Le lien causal, il est simple. C'est si vous avez excusez-moi, je refais ma phrase. Le lien causal, il est simple. C'est de l'hydrogène tourne autour du trou noir. Cet hydrogène émet de la lumière. Plus le trou noir est massif, plus l'hydrogène tourne rapidement. Et plus l'hydrogène tourne rapidement, plus le signal observé est épais. Donc, il y a une corrélation entre l'épaisseur du signal
et la masse du trou noir. Autrement dit, en observant le signal et l'épaisseur de signal de l'hydrogène, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez évaluer la masse du trou noir. Ok ? Il est là, le lien causal, il est là, et vous avez plusieurs liens causaux qui sont liés entre eux, mais si je fais le lien final, c'est de dire simplement que en observant le signal de la lumière de l'hydrogène, vous avez une idée, vous pouvez évaluer la masse du trou noir, indirectement de cette manière-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui veulent un peu plus comprendre d'où ça vient, cet élargissement, c'est en fait l'effet Doppler. J'en dis pas plus. Mais voilà, c'est en gros un effet Doppler qui vient du fait que l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, d'un côté, il va arriver rapidement de nous, d'un côté, pardon, il arrive rapidement de nous, et de l'autre, il s'éloigne rapidement de nous. Et donc ça va contribuer à agrandir l'épaisseur du signal rayonné. Mais bon, bref, pour tous ceux et celles qui sont déjà du père et qui ont du mal à comprendre, oubliez l'explication sur l'effet Doppler, c'est pas très grave. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien entre l'épaisseur du signal et la masse du trou noir. Donc plus le pic du signal il est épais, plus ça veut dire que le trou noir est massif. Donc ça, c'était la méthode jusqu'à maintenant. Ils ont toujours fait comme ça. Pour mesurer la masse d'un trou noir, ils ont dit « Ok, on peut savoir la masse du trou noir en mesurant l'épaisseur du signal. » Donc ça, c'est jusqu'à maintenant, ils ont fait ça. Sauf que là, les auteurs, ils sont arrivés, ils ont dit « Hey, mais est-ce que on est sûr que cette épaisseur, elle est directement liée à la masse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes astrophysiques qui peuvent jouer dans cette épaisseur du signal ?» Et vous me voyez venir, évidemment oui. Enfin, vous me voyez venir pour ceux qui ont un peu suivi. Évidemment, malheureusement, ou heureusement, parce qu'on peut être content, parce que c'est comme ça qu'on va résoudre le paradoxe. En fait, pour expliquer l'épaisseur du signal, il n'y a pas que la rotation de l'hydrogène à prendre en compte. Il y a aussi d'autres paramètres. Cependant, il y a un autre paramètre à prendre en compte. Pour justifier de l'épaisseur du signal, il y a un autre paramètre. Ça va être ce paramètre, roulement de tambour. Ça va être les électrons qui sont présents autour du trou noir. En fait, il y a un gaz ionisé, il peut y avoir, et c'est ce qu'ils pensent, il y a un gaz ionisé riche en électrons. Il y a un gaz ionisé riche en électrons qui existe autour du trou noir, et ces électrons, ils vont participer à la diffusion de la lumière. D'accord, la diffusion de la lumière qui vient, je le rappelle, des hydrogènes. En gros, imaginez que vous avez l'hydrogène qui va émettre sa lumière en tournant autour du trou noir. Cette lumière émise par l'hydrogène, en fait, elle va être altérée par un gaz qui se trouve autour, un peu sous la forme d'un cocon. Il y a un gaz rempli d'électrons, on dit un gaz ionisé. Il y a un gaz ionisé qui va, lui, si vous voulez, altérer le signal, qui va faire en sorte de rajouter de l'épaisseur dans le signal, alors que de base, il n'y en avait probablement pas tant que ça. Donc voilà en fait l'astuce qui a été trouvée par les chercheurs, c'est de se dire le signal qu'on observe nous, cette largeur finale qu'on observe, en fait, c'est une somme de deux choses. C'est à la fois d'un côté la lumière de l'hydrogène telle qu'elle est émise par l'hydrogène en rotation, mais aussi il y a un gaz ionisé, il y a un gaz qui se trouve autour, qui fait un peu office d'écran. Et ce gaz, il va venir altérer, il va rajouter de l'épaisseur au signal. De base, le signal, il a une certaine épaisseur. Et ce gaz, il va rajouter une épaisseur en plus. Et donc, il va altérer le signal, il va le changer, il va le modifier, de sorte à ce que nous, ça nous trompe dans notre interprétation, quoi. Nous, on va se gourer après, on va dire... On va avoir un signal qui va être méga large, comme ça. Et on va penser que ce signal méga large, il vient uniquement... de l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, alors que plot twist, non. Ce signal méga large, en fait, il vient aussi
de ce gaz ionisé qui va contribuer à changer la nature du signal. Et donc c'est ça le tour de force. C'est ça le tour de force qui a été réalisé par cette équipe de recherche, c'est de comprendre, encore une fois, c'est de comprendre que le signal mesuré depuis le James Webb est un signal qui est composé de plusieurs sources qui contribuent au signal. Pas seulement, encore une fois, l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, mais aussi un gaz autour qui va venir changer, qui va venir jouer son rôle aussi dans l'épaisseur. Et en faisant ça, en prenant en compte ce phénomène, ils ont recalculé la masse du trou noir qui devrait être attendue si on prend en compte le gaz ionisé. Et pour ceux qui ont un peu suivi, bah vous le voyez dans le mille. En fait, en recalculant la masse du trou noir la masse du trou noir à travers justement uniquement l'émission d'hydrogène par la rotation, eh bien, ils se rendent compte que les trous noirs sont beaucoup moins massifs en réalité. Les trous noirs sont beaucoup moins massifs que les premières estimations qui avaient été faites en 2025. Et comme ces trous noirs sont beaucoup moins massifs, ils se rendent même compte que ces masses de trous noirs sont cohérentes avec la masse de matière qu'il y a autour du trou noir. Donc, ouf! Non seulement, en fait, ils ont réussi à résoudre le paradoxe. Pourquoi ils ont résolu le paradoxe? Parce qu'ils ont réussi avec une interprétation qui prend en compte un autre phénomène. Mais oui, c'est clair. Avec une interprétation qui prend en compte un autre phénomène, ils ont réussi à recalculer une masse de trous noirs. Et comme par hasard, est-ce que c'était si étonnant que ça? Non. Mais en faisant ça, ils ont réussi à réduire la masse des trous noirs. Et cette masse réduite de trous noirs, elle est tout à fait acceptable par rapport au modèle qu'on a des trous noirs et de leur galaxie. Car je le rappelle, dans notre représentation habituelle des galaxies, on a le trou noir central qui a une certaine masse. Et cette masse, elle est corrélée à la masse des objets autour du trou noir. Et donc en corrigeant encore une fois le signal et en prenant en compte les bonnes contributions, le calcul des nouvelles masses de trous noirs donc, nous donne des trous noirs qui sont de masse plus faible et qui sont plus cohérentes aussi avec le modèle qu'on a l'habitude de voir au sein des galaxies. Voilà, donc c'est un papier qui est ultra intéressant parce que ça montre la science en train de se faire, ça montre comment les chercheurs, en discutant de différentes hypothèses, à force de proposer des interprétations différentes et de traiter les données de différentes manières, la science arrive progressivement à mettre le doigt sur une interprétation qui paraît être, en tout cas, la plus plausible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne dis pas aujourd'hui que, attention, les LRD, ça y est, ont fini d'être caractérisés. Je ne dis pas, je suis pas en train de dire que c'est bon, on sait ce que c'est les LRD, fin du game, quoi. Peut-être qu'il y a d'autres éléments encore mystérieux qu'on n'arrive pas bien à expliquer au sein des LRD, donc ces petits points rouges. Mais il y a une grande avancée, en tout cas, dans leur compréhension, parce que a priori, il n'aurait rien de si particulier que ça. Il n'y aurait pas autant... La masse du trou noir initial n'était pas si élevée que ça. C'était une mauvaise interprétation des données qui avaient été faites initialement. Donc c'est bien parce que l'article nous montre encore une fois comment la science est en train de se faire et comment les scientos, dans leur communauté, ils arrivent à justement remettre en cause un certain nombre de méthodes, un certain nombre encore une fois, d'observations, d'interprétations qu'ils ont faites pour essayer finalement de rentrer dans le cadre des théories qu'on a, qu'on a aujourd'hui et qui sont en général des théories assez solides, quoi. Voilà. C'est la fin de cet article. Ah ouais, c'était technique, hein. Il y avait une partie quand même assez technique. Mais si je devais encore une fois résumer... Et merci Karim. Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Si je devais résumer très rapidement, c'est donc une histoire de trou noir dans laquelle on va reconsidérer la masse des trous noirs. On va pouvoir les recalculer en réinterprétant de manière différente des données et en prenant en compte un phénomène qui n'était pas pris en compte jusqu'à présent. Et grâce à ce recalcul, grâce à cette réévaluation, on va réussir à avoir des
résultats qui sont plus cohérents avec ce qu'on a l'habitude d'observer de manière générale. Donc on est content. On est content parce que cette nouvelle hypothèse, qui n'est pas déconnante à prendre en compte, permet de résoudre un paradoxe qui était encore insoluble depuis les premières observations qui ont lieu l'année dernière, quoi. Voilà, c'est la fin de cet article. J'espère que vous avez aimé. Les amis, je vais prendre vos questions. J'étais en tunnel, mais je pourrais prendre éventuellement vos remarques ou vos questions pour aller éventuellement un peu plus loin, même si j'ai quasiment tout dit. Des bisous YouTube, merci d'avoir été là. Et puis, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à passer en live du mercredi au dimanche, tous les matins. Je stream. Et puis voilà. Et puis sinon, prends soin de toi et prends soin du rock and roll. Allez, ciao!